En introduction, effectivement, le but de ce rapide webinaire, c'est de faire une introduction, et je dis bien une introduction à l'éco-conception. On va voir rapidement quelques petits chiffres, parce que c'est toujours intéressant, même si on connaît, on va dire, le côté un peu alarmiste de là où on en est. Je vais vous parler rapidement des étapes de conception et donc ce qui en découle de cet outil d'ACV. Encore une fois, ça sera très simple et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de calcul des ACV parce que c'est quand même très technique et que ça prendrait beaucoup plus de temps que 20 minutes. Et puis surtout, parce que c'est le but aussi, c'est de vous montrer un peu notre vision de l'éco-conception. Nous, on travaille sur 3 domaines spécifiques. En tout cas, c'est un peu les 3 leitmotifs qu'on a quand on parle d'éco-conception. Et donc, je vous parlerai à ça en fin de présentation. D'un point de vue un peu introduction, si je puis dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a énormément produit, trop produit. Et donc, c'est un peu ce constat-là de se dire que on est face à quelque chose d'assez alarmant. On produit énormément de produits, on en sort tous les jours. Nos centres commerciaux sont remplis de produits. Et du coup, si on continue comme ça, on se projette beaucoup à 2050 parce que c'est un peu la date clé avec les rapports du GIEC et autres. Mais à 2050, par exemple, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc, c'est quand même assez alarmant. Et donc, toujours dans cette idée de production et de surproduction, faut imaginer qu'il faut à peu près 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer à peu près une tonne de papier vierge. Et donc, c'est un peu tous ces chiffres alarmants. Alors, encore une fois, la production de papier, lorsqu'elle est faite d'un point de vue FSC, on sait qu'on replante derrière. Aujourd'hui, la plus grosse cause de déforestation, c'est l'agriculture. Et malheureusement, lorsqu'on va mettre du bétail ou lorsqu'on va planter du soja sur ces terrains-là, ça veut dire qu'on va pas remettre des arbres. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème pour l'écosystème. D'un point de vue énergie, on parle beaucoup des énergies fossiles. Il faut se rendre compte aussi que ces énergies fossiles, comme le nom l'indique, c'est des énergies qui vont arriver un jour à terme. On va plus en avoir. Et donc, on sait que d'ici à peu près une cinquantaine d'années, on n'aura plus de pétrole, à peu près 60 pour le gaz. On a un peu plus de marge pour le charbon, mais le charbon étant quand même l'énergie fossile la plus polluante, en tout cas la plus émettrice de CO2. Donc, on se dit que ce serait bien de ne pas attendre 112 ans pour essayer d'arrêter d'avoir autant de production de charbon. Un petit, on va dire, point d'intro qui est intéressant, c'est le jour du dépassement. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais cette idée du jour du dépassement, en fait, c'est la date à laquelle la consommation annuelle de l'humanité en ressources naturelles dépasse la capacité de régénération de la Terre. Donc, sur le principe, c'est un peu compliqué à se dire parce que on aurait tendance à se dire, si c'est la régénération, ça doit arriver tout le temps au 31 décembre. Oui, si ce n'est que tous les êtres humains ne mangent pas à leur faim dans le monde et donc j'aurais tendance à dire cet effet, ce phénomène, ça veut dire qu'il y en a trop, il y en a certains qui consomment trop, qui produisent trop, et d'autres qui mangent pas assez. Et donc, si on fait par exemple le chiffre en France, aujourd'hui, le jour du dépassement, donc en 2020, et on était au 19 juillet, donc quasiment à la moitié de l'année. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on réduise quasiment de moitié toute notre production et toute notre consommation alimentaire. On parle de production, il y a 2 pays, enfin 2 zones géographiques qui sont les plus problématiques, les plus émettrices. La première, c'est la Chine, d'un point de vue de production, parce qu'elle produit 2 fois plus que la biocapacité qu'elle lui permet le territoire. En plus, il faut savoir que la Chine produit sur certaines zones géographiques. Il y a beaucoup d'endroits en Chine, qui est un pays énorme, où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, dans ces zones hyper peuplées, hyper productives, on amène énormément de pollution, énormément d'émissions de CO2, des cours d'eau qui sont saturés en polluants. Et donc, c'est en tout cas, malheureusement, des endroits qui sont très, très pollués. Et à côté de ça, de l'autre côté, les États-Unis qui, eux, consomment le double de leurs ressources naturelles, avec derrière, c'est pas tant de la consommation, mais c'est surtout énormément de gâchis souvent très alimentaires, puisque on sait très bien que nos amis américains aiment beaucoup manger de la viande et que ça leur dérange pas de laisser des choses dans l'assiette et de les jeter derrière. Enfin bref, et puis d'un point de vue production, enfin d'un point de vue de tout ce qu'ils aiment consommer, c'est un peu le côté, on en mange tant qu'on peut. Donc globalement, dans cette idée un peu de parler d'éco-conception, c'est vrai que on parle de beaucoup de vocabulaire, il y a un certain langage confus, on parle de recyclé et de recyclable, on parle de biodégradable et de compostable, et donc je vais pas faire tout, encore une fois, le tour de tous ces mots, mais celui qui va un peu nous intéresser aujourd'hui, c'est le côté recyclable. Grosso modo, c'est quoi le recyclage? C'est que, encore une fois, il faut comprendre que c'est par rapport déjà à un pays. Tout n'est pas recyclable au même endroit. Et donc, en France, alors je dis packaging parce que c'est aujourd'hui les choses qu'on recycle le plus, mais ça vaut aussi pour les produits. Packaging recyclé égale
filière et matériaux qui va être intégré dans cette filière de recyclage. Aujourd'hui, par exemple, le verre, qui est la matière la plus recyclée dans nos emballages, elle est très bien recyclée parce qu'il y a une très bonne filière intégrée, qu'elle existe depuis toujours, enfin depuis très longtemps en tout cas en France, et que grâce à ça, on a un taux de recyclage du verre qui est plus de 90%. Donc c'est énorme et donc c'est très bien. Pour autant, et on le sait très bien, le plastique, ça l'est beaucoup moins. Le gros problème du plastique, c'est que c'est un matériau très spécifique. Il y a 7 familles de plastique différentes. Je ne vais pas rentrer dans toutes. Aujourd'hui, celle qui est la plus recyclée, c'est le PET, principalement les bouteilles d'eau. Et donc, enfin, c'est là où ça devient très compliqué, c'est que le plastique, les emballages plastiques, il y a plein de complexités, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses qui sont rajoutées. Au lieu que le verre, c'est une norme. Je fais une petite aparté, mais quand on a décidé en France, en tout cas, de recycler le verre, on s'est dit, on va faire un verre en vrac, c'est-à-dire qu'on va mettre tout le verre dans le bac de recyclage. C'est ce que vous faites aujourd'hui si vous prenez un pot de compote ou si vous prenez une bouteille de vin. Elles n'ont pas forcément la même finition, mais du coup, vous les mettez dans la même poubelle et donc on va le recycler de la même façon. Le problème de ça veut dire que quand on va faire du verre recyclé, il sera forcément brun, puisqu'on a un mélange de tous ces verres qui vont arriver ensemble et qu'on ne pourra jamais recréer un verre cristal, donc transparent. Et donc, forcément, versus en Allemagne ou en Pologne, où on fait le tri des verres, on a un côté verre coloré, un autre côté verre cristal, et donc on peut reproduire un verre cristal, donc transparent, recyclé, au lieu qu'on ne sait pas le faire en France. On va parler un peu plus du cycle de vie parce que c'est un peu l'idée de comprendre, comme on en parlait un peu en introduction, de comprendre c'est quoi l'impact d'un produit. Et donc, grosso modo, il y a un peu 6 étapes clés dont on parle dans le cycle de vie d'un produit. Il y en a beaucoup plus, mais encore une fois, c'est très, très, très simple. La première, c'est la conception. Et puis, comme on le disait aujourd'hui, enfin tout à l'heure, c'est de se dire, quand je vais concevoir un produit, comment je vais me positionner pour faire en sorte que peut-être qu'il soit recyclable, peut-être qu'il soit issu du recyclage, donc recyclé avec des matériaux recyclés. Enfin voilà, comment je vais concevoir avec un designer. Comment je vais essayer de trouver le produit le plus durable possible. Ensuite, et c'est la première chose qui arrive dans le process, c'est l'extraction des matières premières. Et donc ça, souvent, c'est des choses qui consomment énormément d'énergie, surtout quand c'est des matériaux fossiles, il faut souvent aller les chercher, donc il faut les extraire, moins quand c'est des matériaux recyclés, mais même quand c'est des matériaux recyclés, encore une fois, comme le verre, faut quand même le fondre, donc ça demande beaucoup d'énergie. Une fois qu'on a notre matière première, on va la passer en fabrication, donc on va aller dans des usines. Et pareil, il y a des process plus ou moins coûteux en énergie. Derrière, on va faire du transport. Alors, le transport, on le met là, mais bien évidemment, il y a aussi du transport entre l'extraction et la fabrication, parce que c'est rare qu'on extrait directement en usine. Il y a du transport qui, lui, est souvent, on va dire, assez loin et qui peut prendre pas mal de temps et encore une fois, beaucoup d'émissions de CO2. Et puis, un truc qu'on a tendance aussi à oublier, il y a l'usage. Si on prendra quelques exemples après, quand j'utilise mon produit, moi-même, j'utilise de l'énergie pour l'utiliser et moi-même, je pollue, entre guillemets. Et puis, la fin de vie, qui est probablement le plus important, et surtout le moyen d'y arriver le plus tard possible, parce que on a envie que le produit puisse avoir un impact le plus faible possible en ayant la fin de vie la plus tard possible. Donc rapidement, c'est quoi l'extraction des matières? Et il faut savoir que la plupart du temps, alors on en extrait un peu partout, mais on extrait quand même beaucoup, encore une fois en Asie, surtout en Asie du Sud, les matières. Alors le plastique, c'est du pétrole, l'aluminium, c'est un minerai, enfin bref, c'est toutes ces choses-là. Quand on extrait, on va souvent extraire toute une matière. Par exemple, l'aluminium, c'est du bauxite. On va devoir derrière le désassembler et typiquement pour faire une tonne d'aluminium, il me faut 3 tonnes de bauxite, donc ça veut dire qu'il y a 2 tonnes de déchets. Encore une fois, s'ils sont dans des pays pas très bien gérés, qui partent dans les fleuves et autres. Donc, c'est toute cette chose-là qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va extraire une matière, même si sur le papier on se dit waouh, c'est assez vertueux, malheureusement, il y a tout ce qui va à côté qui peut émettre beaucoup d'énergie, enfin beaucoup de polluants et beaucoup de problèmes. Le second, c'est la fabrication. Alors, si on parle de produits purs et durs, malheureusement, on parle souvent d'Asie, en tout cas quand on parle de textile et de produits technologiques. Et donc, c'est pas tant de dire que c'est un problème l'Asie, surtout qu'aujourd'hui, ça reste l'un des meilleurs producteurs du monde. Ça veut dire qu'ils ont gagné en compétences là où même en Europe, on n'arrive pas à être à ce niveau-là. Et donc, le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Encore une fois, même d'un point de vue social, c'est assez limite, mais d'un point de vue polluant, c'est qu'ils vont rejeter beaucoup plus de CO2 en faisant un peu plus, moins, enfin, en tout cas, en faisant moins attention. Ils vont avoir tendance à aussi mettre des déchets là où il n'y a pas besoin, puis à pas avoir cette logique de essayer de consommer le moins possible pour pouvoir produire le plus durablement.
Derrière, encore une fois, si on parle d'Asie, on parle de transport. Et donc là, on va parler souvent de maritime, donc avec des tankers énormes, avec beaucoup de conteneurs dessus, donc beaucoup d'émissions de CO2 pour passer par là. Même si la chose qu'il faut quand même retenir de tout ça, c'est que le transport, en règle générale, sur un ACV moyen, c'est quand même la chose qui pollue le moins. On a souvent tendance à croire, alors quand on passe pas par de l'avion, bien évidemment, parce que malheureusement, l'avion est un pollueur énorme. Mais en tout cas, quand on parle par des moyens normaux, la plupart du temps maritimes, plus après fret routier, on est sur la case d'impact qui est quand même la plus faible, encore une fois, en fonction du produit final. L'usage, alors là, on a pris l'usage, par exemple, d'un aspirateur, et il faut forcément le recharger à chaque fois. Donc, il nous faut de l'énergie. Il faut le nettoyer, donc il va nous falloir un petit peu d'eau, nettoyer le bac, genre de choses. Il va lui-même créer, émettre des polluants parce que je vais reprendre tous les nuages de poussière que je vais devoir jeter quelque part. Donc, il y a aussi toute cette idée-là. Et puis surtout, comment je fais pour garder le plus longtemps possible mon aspirateur et surtout ne pas le jeter rapidement. Donc, comment je vais le réparer, comment je vais le rendre le plus durable possible et le nettoyer, enfin tout ça pour, encore une fois, qu'il ait une durée de vie la plus longue possible. Et in fine, cette idée de fin de vie, où là, l'idée, c'est de dire comment je lui donne la fin de vie la plus, on va dire, la moins impactante possible. Et donc, il y a cette idée de recyclage, mais il faut savoir aujourd'hui que malheureusement, dans les produits purs et durs, si je reprends mon aspirateur, on recycle très peu. Alors, on arrive à désassembler, on arrive à peu près à traiter les batteries. Je dis bien traiter parce que le recyclage de batteries, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Et derrière, on arrive de temps en temps à faire des choses. Le problème, c'est que si je prends encore une fois l'idée de l'aspirateur, c'est que c'est tellement complexe, le nombre de pièces, le nombre de matières, le nombre de choses à l'intérieur, que à recycler, il faut beaucoup de petites mains et beaucoup de gens avec des talents fous pour y arriver. Quand je prends une bouteille d'eau, finalement, c'est un bouchon en polypropylène, c'est une bouteille en PET, donc c'est assez simple à faire. On va la broyer et on va pouvoir refaire derrière d'autres bouteilles avec. Maintenant, si on parle de l'ACV, donc finalement, l'ACV, ça va être l'analyse du cycle de vie de tout ce qu'on vient de voir. Et donc, sans rentrer dans trop de détails, encore une fois très technique, l'idée, c'est de dire, ma matière, quand je l'extrais, elle émet combien de CO2 ? Et en fait, pour ce faire, on a de la data. Alors, on a plusieurs bases de data. On a par exemple la base impact qui nous est donnée par l'ADEME. Donc, l'ADEME qui est l'organisme qui gère l'écologie d'un point de vue français. Et donc, eux fournissent des banques de données là-dessus en disant l'aluminium, en extraction, ça a tant d'émissions de CO2, donc 1 kilo, et puis après. Et donc, l'idée de ces outils d'ACV, j'allais dire, c'est un peu des grosses calculettes qui vont dire, si moi, ma chaise, elle fait 50 grammes, je dis une bêtise, alors peut-être pas 1 kilo 500 grammes, pardon, de poids, que mon impact, il est de 1 kilo, elle va diviser par 2, elle va donner impact sur l'extraction. Mais après, elle va prendre aussi toutes les notes possibles de transport, de confection, de retransport, d'arrivée en magasin et toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qui sont très normées et qui, en fait, sont des sciences de regroupement de data qui sont très longues parce qu'il faut aller chercher les informations, souvent quand elles ne sont pas dans les bases de données. Et ça, c'est que les fournisseurs, vos fournisseurs, qui peuvent vous les donner pour pouvoir calculer un bilan carbone le plus clean possible. La chose importante dans un bilan carbone, dans un ACV, c'est de comprendre qu'il y a une unité fonctionnelle. Parce qu'une fois que j'ai mis tout ce ranking de data bout à bout, il va falloir que je puisse comparer deux choses ensemble. Et pour les comparer, il faut que je puisse me mettre au même niveau. Et donc, l'idée de cette unité fonctionnelle, qui est définie par la personne qui va faire l'analyse de cycle de vie, ça va être de dire, en gros, ça va être de répondre à des questions existentielles comme c'est quoi mon produit, combien j'en ai, comment il est fait, combien de temps je vais pouvoir le regarder. Donc, l'exemple un peu typique que je pourrais vous donner, c'est par exemple, si je prends un matelas, une unité, et on pourrait en prendre une autre, mais une unité fonctionnelle qu'on a définie là, c'est de dire permettre à une personne de dormir confortablement 8 heures par jour sur une année. Et donc, tout d'un coup, si on veut comparer un matelas une personne Ikea versus le matelas Ipomé que vous avez dans les yeux, moi, mon matelas, c'est un matelas 2 places. Donc déjà, je divise par 2 parce que je ne sais pas sur la même unité fonctionnelle. Donc, j'arrive à un bilan carbone qui est plus faible. Et puis, moi, la durée de vie de ce matelas-là, elle est de 7 ans. Donc, forcément, vu que moi, mon unité fonctionnelle, elle est d'une année, je vais encore une fois diviser par 7. Et donc, si je veux comparer à part égale deux matelas, je vais pouvoir le faire grâce à cette unité fonctionnelle, bien sûr, encore une fois, qui va recalculer automatiquement l'impact en fonction des deux produits.
Pour info, et c'est un peu l'exemple que j'aime bien donner sur les ACV, c'est que si je prends 2 chaises que vous avez ici et que je prends une unité de fonctionnelle exagérée, parce que c'est le but de l'exercice, je dis que mon unité fonctionnelle serait de permettre à une personne de s'asseoir confortablement à peu près 20 heures par mois, c'est à peu près le temps qu'on passe sur une chaise sur un mois, pendant 80 ans. Donc pendant toute la durée de vie d'une chaise qui pourrait être assez robuste. Si je prends une chaise à gauche qui est en bois, avec du bois français, du bois FSC, fabriqué en France par un artisan français, et je pousse le vis jusqu'au bout, versus la chaise en métal qui est fabriquée aux États-Unis avec une extraction d'aluminium qui est faite au Bangladesh et qui est extrêmement polluante, et ben mine de rien, grâce à cette unité fonctionnelle, je pourrais peut-être avoir une meilleure note sur la chaise en aluminium. Pourquoi? Parce que si ma chaise en bois, elle casse 4 fois pendant les 80 ans et qu'il faut que je la remplace 4 fois, eh ben, il va falloir que je multiplie par 4 tous les impacts que je vais avoir de création de la chaise. Donc, c'est un peu pour vous faire comprendre, si je puis dire, l'importance de l'unité fonctionnelle, c'est que pour comparer 2 chaises comme ça qui sont quand même drastiquement différentes, il faut intégrer cette unité qui nous permet d'avoir une comparaison assez objective. Je passe au dernier chapitre pour vous parler un peu de notre vision de l'éco-conception et vous parler un peu de comment nous on voit les choses. En fait, on a 3 grands secteurs, 3 grands domaines dans lesquels on aime travailler. Le premier, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est la durabilité du produit. Quand je dis durabilité, bien évidemment, on entend souvent réparabilité. On entend bien souvent aussi obsolescence programmée sur les produits technologiques. Donc, effectivement, c'est comment on fait pour sortir de cette obsolescence programmée, comment on fait pour amener le produit à sa durée de vie la plus longue possible, comment on peut faire, par exemple, pour réparer plus facilement, aider son consommateur à peut-être lui dire, enfin, consommateur / utilisateur, ben voilà les plans de mon produit, voilà le schéma de réparation d'un t-shirt lorsqu'il est trouvé, d'un jean quand il est trouvé, ben voilà comment mettre des tutos sur Internet, enfin voilà, comment on va vraiment pousser ça. Ça, c'est la partie réparabilité, mais c'est aussi la partie, on va dire, intérêt que l'utilisateur va avoir tout au long de sa vie du produit. Et donc, nous, les choses sur lesquelles on bosse beaucoup, c'est comment on fait pour que un produit soit le plus ou le moins démodable possible. Donc, comment on va faire pour faire plutôt des basiques et des choses qui vont être un peu intemporelles. Parce que forcément, si je prends l'exemple d'une chaise qui est très, très belle à une époque, bah, peut-être qu'elle va être beaucoup moins 30 ou 40 ans plus tard et peut-être qu'on va vouloir la mettre de côté. Et puis surtout, c'est aussi l'utilisation. C'est que lorsque j'achète un produit, et on va parler après de la chaise, lorsque je l'achète et que je suis jeune, entre guillemets, que j'ai 20 ans et que je l'achète pour la mettre autour d'une table, bah, c'est super. Mais si tout d'un coup, 20 ans plus tard, je la mets sur mon bureau et qu'elle me fait mal au dos, bah, je vais avoir tendance à la changer. Bah, c'est aussi ça l'idée, c'est de se dire comment on fait pour intégrer la durée de vie dans sa totalité de la chaise, si encore une fois je reprends 80 ans pour une chaise, et de se dire comment je vais pouvoir répondre à toutes les attentes de l'utilisateur, enfin du consommateur, jusqu'au bout de la vie, en fonction de la réparabilité, mais aussi en fonction de l'usage que le consommateur, enfin l'utilisateur veut faire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la valorisation de l'upcycling. En fait, on parle beaucoup de recyclage en France. On aime beaucoup parler de recyclage, voire un peu trop, parce que le recyclage, ça émet énormément d'énergie. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que si je reprends l'exemple du verre, recycler du verre, c'est extrêmement énergivore. Une fonderie de verre, c'est à peu près 1800 degrés avec des fours qui sont maintenus H24. Donc, du coup, recycler du verre et en refaire du verre, même si c'est très vertueux sur le papier, bah, ça demande un gaspillage assez gros de CO2. Et donc, l'upcycling, c'est de dire comment je pars d'un produit pour en refaire un produit sans passer par la case où je détruis le produit pour en refaire de la matière. Donc, c'est vrai que le recyclage, c'est je prends un produit, je le détruis, j'en refais un autre produit. Bah, là, l'idée de l'upcycling, c'est de dire j'ai un produit, ça, c'est ma matière première, et je vais essayer de soit rajouter quelque chose pour lui donner une seconde vie, soit juste tailler dedans un petit peu pour pouvoir redonner une seconde vie à ce produit. Et je vous donne un exemple après. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle nous en interne l'ergocycling. Ergocycling, ça vient de la fusion entre ergonomie et recycling. Et c'est cette idée de comment je vais aider, faciliter le quotidien de mon utilisateur pour l'aider à avoir des gestes écologiques. Et donc, c'est comment je vais trouver le moyen, par exemple, de le faciliter le recyclage. Si je reparle encore une fois d'emballage, pour être sûr que mon produit aille dans la bonne poubelle, aille dans la bonne filière de recyclage. C'est qu'on peut faire tous les efforts du monde d'un point de vue éco-conception. Si l'utilisateur ne donne pas la bonne fin de vie au produit, finalement, on aura tout perdu. Je vous donne 3 exemples qu'on a travaillé au sein du collectif. Le premier, c'est la chaise Evo.
c'est vraiment la chaise durable par évidence qu'on a voulu travailler en se disant c'est un peu la chaise qui va vous suivre au travers des années. Et donc, l'idée, c'est de dire que premièrement, on a travaillé sur une chaise qui est réparable sans outils. C'est aussi un point de dire que c'est bien beau de réparer des choses, mais n'importe qui pourrait réparer. Enfin, même si un iPhone pourrait être facilement démontable, c'est pas à la portée de tout le monde de réparer un iPhone, ou là en l'occurrence de réparer une chaise. Donc, ce qu'on a voulu sur cette chaise, c'est de trouver une façon très simple de la réparer et de favoriser la réparation par la personne, mais surtout comment je fais pour la faire évoluer. Et donc en fait cette chaise, l'idée c'est qu'on va avoir plusieurs vies. Alors on n'a pas tous les exemples là, mais l'idée c'est que si cette chaise, j'ai besoin de la réparer parce qu'il y a un bout du dossier qui est cassé, le dossier est en deux parties, je peux réparer que la partie qui est cassée et je peux lui donner une seconde vie. Donc on le voit là en haut à gauche, le dossier qui était marron devient violet, c'est juste pour avoir une représentation. Bien évidemment, il pourrait devenir marron si on le voulait. Mais surtout, cette chaise, elle peut devenir un banc, elle peut devenir un tabouret de bar, elle peut devenir un fauteuil de bureau en lui mettant des roulettes et une assise plus confortable. Et donc c'est aussi toute cette idée-là de faire évoluer la chaise avec les attentes de l'utilisateur tout au long de sa vie. Le second projet par rapport à cette idée d'upcycling, et encore une fois par rapport au verre, la chose qu'on a voulu faire avec ce projet Flora, c'est de montrer l'importance et la valeur de l'upcycling, surtout par rapport au verre, et surtout par rapport au verre cristal, par rapport au point dont je parlais précédemment. C'est de dire que ce verre, malheureusement cristal en France, il va être mélangé avec du verre brun, et donc lorsqu'il va être recyclé, on n'en fera que du verre brun. Et donc, grosso modo, aujourd'hui, tout le verre cristal que vous voyez, il est forcément 100% d'origine fossile, parce que d'origine fossile malheureusement, parce que le sable est d'origine fossile, mais en tout cas, sans d'origine non recyclée. Sauf s'il vient de pays très lointains, et là, c'est un autre problème parce qu'il vient de très loin. Et donc, nous, ce qu'on a voulu montrer avec ce projet Flora, c'est que premièrement, une fois qu'on a un pot, comme ici, un bocal de confiture ou un bocal de compote, on peut facilement le valoriser, et parce qu'il a déjà plein de fonctions, il est super résistant, il est transparent, il est beau, en tant que tel, il a une esthétique, et puis surtout, il va pouvoir contenir de l'eau, il va pouvoir garder toutes ses propriétés. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un vase en créant juste la partie supérieure que vous voyez sur les petits filaires. Et donc, on a créé ce vase en juste venant clipser au-dessus. L'idée là, c'est surtout de se dire que on fait pas le vase parce que c'est pareil, on fait pas le vase magnifique, mais on fait plutôt le vase de promenade quand je vais à la campagne et que j'ai envie de ramener des fleurs. Et c'est un peu le vase qu'on pourrait imaginer avec après la promenade avec les enfants. Et c'est presque aussi facile de dire aux enfants, prenez ce vase-là. Et c'est un peu moins ce côté très esthétique du vase avec le très beau bouquet, mais il y a vraiment cette volonté de pouvoir valoriser. Après, l'upcycling, c'est pas non plus une fin dans le sens où je vais pas à chaque fois que j'achète un pot de compote en faire un vase. C'est plus une façon de parler de l'upcycling concrètement et de montrer les valeurs que ça peut apporter. Le dernier, par rapport à cette idée d'ergocycling, comme je disais, d'aider le consommateur et l'utilisateur à avoir des gestes plus écologiques. Là, le projet s'appelle CAM et en fait, on a voulu travailler sur une cible un peu plus jeune, plutôt jeune adulte, et de se dire que aujourd'hui cette cible-là porte énormément de sacoches type sacoche banane. Pour autant, c'est une cible qui consomme énormément de canettes, qui consomme énormément de bouteilles et qui va avoir tendance à aller dans les vending machines ou dans les épiceries acheter des choses. Et donc là, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est cette idée de dire on a de plus en plus de gourdes, des gourdes d'eau. Pour autant, c'est pas facile, surtout l'été, de transporter une gourde sur soi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer une banane très conventionnelle qui se porte exactement de la même façon, qui, by the way, est faite 100% en lin français, parce que c'est aussi ça nos valeurs, mais surtout qui va avoir cette petite poche kangourou qui s'ouvre sur le bas et qui va nous permettre de venir glisser la gourde. Et donc, l'idée, c'est de se dire que cette banane, elle a tout ce qu'il y a de plus standard lorsque la poche est refermée et qu'elle me permet d'avoir mon téléphone, mon portefeuille, tout ce que j'ai besoin de mettre dans une banane, mais que dès que j'ai besoin d'utiliser ma gourde, je vais pouvoir déplier cette poche et je vais pouvoir glisser ma gourde à l'intérieur. Et du coup, avoir un peu la double utilisation sans contraindre et sans faire quelque chose de trop compliqué pour l'utilisateur final. Voilà.